des entreprises françaises. Donc, on est pour 1 heure ensemble. Donc, moi, je suis Isabelle Bébéard. Je suis la directrice des affaires internationales de BPI France. Et j'ai le plaisir d'accueillir mes invités. Alors, je commence par Clémence Prat, qui est associée chez Afrique Invest. Nicolas Laroche, qui est associé et DG de James. Romain Gauvry, qui est partenaire d'Amétis. Et Samer Hanna, qui est PDG de Capital Banking Solutions. Voilà, donc on va d'abord, je pense que ça dure 1 heure, donc on va discuter pendant 50 minutes et puis laisser aussi le temps aux questions. Donc je vais peut-être d'abord vous laisser présenter vos sociétés respectives et puis ensuite, bien sûr, on enchaînera sur l'Afrique. Donc peut-être Samer, vous pouvez commencer. Merci Isabelle. Donc, Capital Banking Solutions, CBS, est un éditeur de logiciels bancaires. Nous sommes présents dans 43 pays. Nous développons, nous vendons, nous faisons le déploiement et nous faisons le support de nos propres logiciels bancaires. Nos clients sont des banques commerciales et des banques corporates, mais aussi des banques privées. Alors, nos clients commerciaux, ce sont des petites et des moyennes banques qu'on appelle typiquement type tier 3 et tier 4, présentes en Europe, en Afrique, en Amérique centrale et un petit peu au Moyen-Orient, alors que nos clients banques privées sont exclusivement des banques présentes en Europe, en Suisse, à Monaco, à Paris et au Luxembourg. Donc voilà pour la clientèle. CBS, c'est 40 millions de chiffre d'affaires, 300 employés qui sont divisés sur 7 sites. Nous avons des bureaux en Europe, à Paris, Monaco et à Genève, au Moyen-Orient, à Beyrouth et à Dubaï, en Afrique, Abidjan et maintenant Casa, et aux États-Unis, à New York, avec un petit bureau à Miami. Donc, nous sommes vraiment une compagnie, je dirais, assez mondiale. Malgré notre petite taille, 300 employés sur un effectif de 300 personnes dans notre domaine, ça reste une compagnie de taille moyenne dans le monde du logiciel bancaire. Ça nous donne beaucoup d'agilité. Ça nous donne les moyens d'être très proches, très présents de nos clients. Ça nous aide aussi à être très réactifs dans un marché qui est un marché vraiment de grande proximité, puisqu'il y a un vrai partenariat entre l'éditeur et la banque. Les demandes des banques sont plus ou moins les mêmes, mais il y a une modernisation continue, il y a une demande continue de développement spécifique, il y a une demande d'avoir un prestataire qui est proche de ses clients, qui est à l'écoute, qui est toujours là, et nous sommes très réactifs de par notre taille. Donc, la moitié de notre chiffre d'affaires se fait en Europe. Mais 25% de notre chiffre d'affaires se fait en Afrique, puisque c'est un petit peu le sujet de cette table ronde. Nous voyons, dans un contexte un petit peu mondial de crise économique ou de récession dans certains territoires, nous voyons l'Afrique comme étant un terrain de croissance assez important, avec plus de 15% de croissance annuelle minimale, sur les 2-3 ans à venir. Donc nous sommes très très confiants par rapport à un marché comme celui-là. Formidable. Et puis comme vous êtes ailleurs aussi qu'en Afrique, vous pourrez aussi peut-être donner des perspectives de l'Afrique par rapport à vos autres implantations. Ça va être, on y reviendra. Nicolas, donc James. Bonjour. Alors James, notre métier, ça va être d'accompagner nos clients à créer, manager et exploiter leur patrimoine de données. C'est-à-dire qu'on considère que la donnée est un asset qui permet de développer de nouveaux services, la base de l'innovation aujourd'hui. Et on va intervenir sur toute la chaîne de valeur,
sur cette donnée, on va se positionner comme industriel de la data. C'est-à-dire qu'on vient avec un procédé de fabrication, une méthode de modélisation qui est la nôtre, qui va permettre de transformer la donnée en asset et pouvoir la réemployer pour différents cas d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, on fournit une usine à fabriquer des produits data, des produits qui consomment de la data. Et ces produits, ils sont soit analytics, digitaux ou d'intelligence artificielle. C'est le spectre de la chaîne de valeur que l'on couvre. Alors, quand on dit on se positionne comme industriel de la donnée, c'est vraiment un positionnement fort par rapport à notre discipline. Aujourd'hui, on est plus sur un secteur de services et nous, on fait vraiment un effort pour se positionner comme un industriel. C'est-à-dire que si vous regardez, aujourd'hui, il y a à peu près 30% du PIB mondial, il y a des accords là-dessus, qui sont réalisés directement ou indirectement sur des produits qui consomment de la donnée. Ça veut dire que de loin, c'est la première industrie au monde. Or, il y a encore une étude du Gartner l'année dernière qui dit qu'il y a 85% des projets data qui n'ont pas atteint la cible. C'est-à-dire pas forcément qui n'ont pas marché techniquement, mais qui n'ont pas rendu le service qui était attendu. L'une des raisons, c'est que le marché aborde la data et l'informatique de manière générale comme une fonction support ou une commodité, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu core business. C'est vraiment un élément de l'activité, la base de l'innovation, de nouveaux services qui deviennent core business pour les entreprises. Et si c'est core business, c'est que c'est une industrie, c'est plus juste du service, du support, de l'accompagnement ou du renfort de compétences. Donc il faut développer tous les codes liés à l'industrie, c'est-à-dire que voir tout ce qui est acquisition de données comme des chaînes logistiques, tout ce qui va être la data platform, le socle technique sur lequel on va construire l'asset de données, il faut un procédé de fabrication et il faut le penser comme une usine avec des machines-outils pour la gouvernance de données, pour la qualité de données, ce genre de choses. Et ensuite, pouvoir dire on va réutiliser cette donnée pour tous les usages que l'on va vouloir déployer. Et les données qu'une entreprise a sont les données que d'autres n'ont pas. Et l'innovation, elle va passer par la différenciation de services que l'on peut offrir. Et donc, si on ne cultive pas cette donnée pour en faire un asset, alors on n'a pas la base de l'innovation qui est nécessaire. Donc, c'est vraiment le positionnement de l'entreprise sur toute cette chaîne de valeur avec des codes qui sont des codes industriels. Alors, en termes de taille, juste... on fait 95 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. On va atteindre les 1000 collaborateurs probablement d'ici la fin de l'année. Ça donne à peu près la taille. On est présent en France, en Suisse, en Belgique, en Roumanie, en Espagne, au Maroc et en Tunisie. Voilà globalement pour la présentation de l'entreprise. Parfait. Donc voilà, on vous a présenté, les deux chefs d'entreprise se sont présentés. Donc maintenant, nous allons passer aux représentants de nos deux fonds d'investissement. Alors, Clémence, Africa. Merci Isabelle, bonjour à tous. Donc Clémence Praz, je suis associate chez Africa Invest Europe. Je vais revenir un petit peu sur Africa Invest, le groupe, avant de vous présenter Africa Invest Europe. Donc le groupe est un des pionniers du private equity en Afrique. Il a été fondé en 1994 en Tunisie et s'est ensuite étendu à l'ensemble du continent africain. On a aujourd'hui 10 bureaux, dont 8 qui sont en Afrique. Et donc, la stratégie, on va dire, de la société de gestion est d'investir dans des sociétés qui sont en croissance, qui sont matures, qui sont rentables, pour en faire des champions africains. Et donc, on a une certaine historicité, 30 ans maintenant d'expérience sur le continent, et on a une vraie particularité, c'est d'être local. Donc, on a vraiment des experts dans chacun de ces bureaux qui font ce métier. Et donc, on fait du private equity, également du venture capital et du private banking. Pour vous donner quelques chiffres, on a levé 2,3 milliards d'euros. On a investi dans plus de 200 sociétés. On a déjà fait plus de 100 sorties, et ce, dans de nombreux secteurs d'activité, avec certains secteurs d'exclusion, comme notamment l'agriculture primaire, les infrastructures, l'immobilier. Mais sinon, on adresse tous les secteurs d'activité. Et en 2016, à l'initiative notamment de BPI France, on a ouvert un bureau à Paris dont la stratégie est vraiment singulière. Et donc, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui avec James, c'est qu'on investit dans des sociétés françaises qui ont un angle africain. Donc, ces sociétés sont des PME et ETI françaises où on investit en minoritaire des tickets qui vont de 2 à 6 millions d'euros pour des sociétés qui font entre 20 et 300 millions de chiffre d'affaires et qui sont elles aussi dans tout secteur d'activité. Donc aujourd'hui, pour rester un peu dans les chiffres, on a déjà investi dans 16 sociétés, dont James, qu'on est ravis d'accompagner.
Merci Clémence. Romain. Bonjour à toutes et à tous. Comme Clémence, on fait le même métier. Amétis, c'est une société de gestion qui a été créée il y a 10 ans par Luc Riguzzo et Laurent Domé pour accompagner les PME et les ETI en Afrique pour leur faire changer d'échelle et créer un bassin d'entrepreneurs privés au service des entreprises africaines. La société s'est très bien développée. Et on a remarqué sur les dernières années qu'il y avait beaucoup d'appétence de sociétés françaises et européennes à se développer à l'international, et notamment en Afrique. Et dans la même logique qu'Afrique Invest, on a créé un fonds il y a 2 ans, avec l'aide de BPI France, pour accompagner des sociétés françaises et européennes dans leur expansion à l'international, et notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Et cette expansion à l'international, elle est possible de par nos bureaux en Afrique. On a 4 bureaux en Afrique, au Maroc, en Égypte, en Côte d'Ivoire et au Kenya. 2 bureaux propres en Europe, en France et au Luxembourg. Et on a un partenariat avec Edmond Rothschild qui nous permet de couvrir tout le bassin européen et de donner une infrastructure relativement importante aux sociétés qu'on peut accompagner. Et donc Amétis en chiffres aujourd'hui, c'est une société de gestion qui gère 1,2 milliard d'euros, qui a investi sur le continent africain sur une trentaine de sociétés, avec des belles equity stories sur différents secteurs d'activité. Et le fonds que je me représente, Amétis Europe Expansion, est vraiment dédié aux entreprises françaises et européennes, dont fait partie Samer et CBS aujourd'hui, pour les aider dans leur expansion géographique, et notamment en Afrique, où il faut obligatoirement des infrastructures locales et des équipes locales pour bien accompagner de manière opérationnelle les chefs d'entreprise qui nous font confiance. Merci. Je te laisse encore la parole justement pour que tu nous donnes ta vision du marché. Donc, vous êtes depuis 10 ans sur le marché africain et Laurent et Luc qui sont même depuis beaucoup plus longtemps. Ta vision du marché africain et justement de quel est le plus de ce marché, quels sont les plus pour une entreprise française qui veut se développer, qu'est-ce qu'il peut apporter? En fait, dans mon historique, moi, ça fait près de 20 ans que je fais ce métier-là de capital investissement pour accompagner des sociétés principalement françaises dans leur expansion géographique. Donc, on a accompagné des sociétés en Europe, en Asie, aux États-Unis et aussi en Afrique. Et on a constaté que les sociétés qui avaient la meilleure performance étaient des sociétés qui s'étaient développées en Afrique. Parce que c'est le continent qui a aujourd'hui et qui aura dans les prochaines années la croissance la plus importante. Et donc une fois qu'on a positionné ce constat, effectivement, il faut trouver les moyens et le modus operandi pour convaincre des chefs d'entreprise de partir en Afrique. Alors partir en Afrique, c'est un grand mot parce que l'Afrique, c'est 54 pays avec 54 dynamiques différentes. Donc on ne va pas en Guinée de la même façon qu'on va au Maroc ou en Côte d'Ivoire. Donc effectivement, on est parfois effrayé par certains pays, mais il y a des pays avec une forte stabilité à la fois économique et monétaire, et sur lequel il y a une très forte croissance, l'émergence de classes moyennes, qui permet aujourd'hui de faire un business récurrent, résilient, et sur lequel il y a beaucoup de chiffre d'affaires à aller chercher pour les chefs d'entreprise qui veulent tenter le pari. Et donc c'est vrai que sur toutes les études qu'on a pu regarder sur les dernières années, post-période Covid, le continent africain et les pays en Afrique étaient ceux sur lesquels il y avait le plus de croissance sur les dernières années. Pour aussi vous donner un exemple, par exemple sur le Nigeria, qui dans 20 ans aura le même PIB que la France. Alors il y a beaucoup plus d'habitants, donc le PIB par habitant sera moindre. Mais pour vous donner un exemple, le Nigeria dans 20 ans, ça sera le PIB de la France. Donc il y a beaucoup de potentiel de développement. Et donc nous, chez Amétis et chez Afrique Invest, c'est pareil, les dirigeants qui nous accompagnent, je pense qu'on est tous convaincus de la puissance du continent africain. Dès l'instant où on est bien accompagné, où on trouve les bons partenaires, mais j'ai envie de dire comme tout pays, quand vous allez en Asie ou en Chine, c'est parfois plus compliqué que dans certains pays en Afrique. Psychologiquement, on se dit que la Chine, c'est l'Eldorado, et au final, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus complexe de réussir en Chine qu'en Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, il y a des barrières psychologiques qu'il faut parfois faire tomber, et donc ça prend du temps. Il y a certains événements parfois en Afrique qui font qu'on peut avoir un mouvement de recul, mais dans l'absolu, ça reste les pays où il y aura demain le plus de croissance. Et donc, il faut les accompagner, que ce soit des institutions publiques comme BPI France qui font un travail remarquable sur place pour faire de la pédagogie, pour apporter des moyens de financement, et des partenaires privés qu'on peut représenter
pour donner des moyens financiers dans l'expansion géographique des PME et des ETI françaises. Merci. Clémence, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose à cette vision. Non, je partage tout ce qui a été dit et j'irai peut-être même au-delà sur le côté la croissance et par rapport notamment à l'exemple de la Chine qui a été donné. C'est qu'aujourd'hui, c'est difficile d'aller en Chine, mais on voit même des sociétés qui quittent la Chine ou certains pays asiatiques pour se relocaliser soit dans leur pays d'origine, soit en Afrique notamment. Et on a plein d'exemples sur l'Afrique, mais également sur un pays d'origine. Nous, on a une de nos participations, GSH, qui est dans la distribution de matériel médical, dont les principaux fournisseurs étaient taïwanais. Et la crise de la Covid-19 a montré toutes les difficultés de la chaîne d'approvisionnement, pénurie de matières premières. Et donc aujourd'hui, elle a décidé de relocaliser. Alors là, c'est un exemple en France, ce n'est pas un exemple en Afrique. Mais en tout cas, l'Afrique est un vrai vivier et un vrai marché, tant à l'export qu'également pour tout un côté de réindustrialisation ou d'industrialisation même. Donc oui, c'est un très grand marché. Il faut en effet que l'on continue d'accompagner les sociétés françaises dans ce déploiement. Alors, quels sont les types d'entreprises que vous souhaitez accompagner et à qui vous pourriez conseiller justement de se développer en Afrique? Qu'est-ce que vous recherchez, vous, sur le marché? Alors, je vais déjà parler au sens du groupe Afrique Invest. Donc, des deux côtés de la Méditerranée, on cible des sociétés qui sont en croissance, qui sont rentables, qui sont matures, en tout cas sur des secteurs matures. Et plus particulièrement chez Afrique Invest Europe en France, on cible des sociétés qui font entre 20 millions de chiffres d'affaires et 300 millions. Alors tout ça, vous allez me dire, c'est encore très vaste, mais je vais vous donner quelques exemples de secteurs que l'on a pu accompagner. Donc on a plusieurs sociétés qui sont dans le secteur de la santé, notamment la fabrication de médicaments. On accompagne Pharmatis, la distribution de médicaments, notamment sur le continent africain avec Piex, la gestion de l'eau avec Altereo, la fabrication de candélabres pour l'énergie traditionnelle ou solaire. Enfin voilà, je peux vous en donner encore beaucoup, la construction navale, le tourisme. Mais tout ça pour dire que toutes les sociétés, finalement, peuvent avoir des biens et des services qui peuvent être adressés sur le continent africain. Et pour revenir là-dessus, ce n'est pas uniquement à l'export, mais il faut bien avoir en tête que cet angle africain peut être multiple. Et je pense que c'est de même chez Améthyste. Ce n'est pas uniquement un marché. Alors c'est vrai que c'est un continent qui est en croissance économique, en croissance démographique, très jeune. L'âge médian est de 20 ans. Donc le côté commerce est évidemment multiple, mais également des sites de production de services. Et je pense que GEM, ça a aussi beaucoup d'exemples là-dessus, et j'imagine CBS aussi. Romain, sur le type d'entreprise que vous recherchez chez Améthyste? Je partage ce que dit Clémence. Nous, le prisme principal, c'est d'abord l'international. C'est-à-dire qu'une société qui est déjà présente aux États-Unis ou en Asie, il n'y a pas de raison pour laquelle cette société ne pourrait pas aller en Afrique et au Moyen-Orient. Donc c'est déjà d'avoir ce prisme international, cette volonté d'aller au-delà des frontières, à la fois sur l'export ou de l'industrialisation. Effectivement, le plus facile, c'est de l'export, c'est ce qui arrive en tête de tous. Mais la partie industrielle aussi, ce que disait Clémence tout à l'heure est juste, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de rapatriement de chaînes de valeur de l'Asie vers la Méditerranée. Et quand on parle de la Méditerranée, il y a des hubs sur lesquels on pense de suite, notamment le Maroc. Aujourd'hui, au Maroc, la dernière Peugeot électrique est entièrement réalisée au Maroc. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, à la fois en termes d'empreinte carbone, la relation entre l'Europe et l'Afrique, elle est beaucoup plus naturelle qu'entre l'Europe et l'Asie. Je ne vous fais pas de dessin. Et bien évidemment, d'un point de vue stratégique, politique stratégique, c'est aussi beaucoup plus facile, beaucoup plus proche. Il y a des cultures qui sont communes. Il y a la langue, tout du moins, dans les pays francophones qui est plus facile. Donc ça devrait inciter des chefs d'entreprise à franchir le pas parce qu'il y a une proximité très forte avec l'Afrique, historique, et qu'il y a du business à aller chercher si on souhaite aller à l'international. Donc nous, ce qu'on cherche dans le premier, c'est ce prisme international, cette volonté d'une équipe de management de partir à l'international. Et après, on est tout secteur d'activité, même s'il y a des secteurs d'activité de prédilection, mais notamment les secteurs qui peuvent avoir une appétence particulière à l'export. Par exemple, on ira moyennement dans des sujets de crèche que j'ai financés par le passé, qui sont des très beaux business models et qui sont des business très locaux. Mais sinon, sur tout secteur d'activité, notamment dans du B2B, de la partie industrielle, sur la partie agroalimentaire, c'est des chaînes de valeur sur lesquelles il y a beaucoup de choses à faire. Et l'Afrique peut être une première destination d'internationalisation? L'Afrique peut être une première destination d'internationalisation. Nous, on pense que
il faut cibler les pays sur lesquels on peut aller, parce qu'effectivement, dans certains pays, c'est plus difficile d'accès. C'est toujours mieux quand on a une expérience à l'international avant d'aller en Afrique, parce que parfois, il peut y avoir des sujets de financement, donc c'est bien d'être accompagné, en tout cas si on y va, pour effectivement éviter certains écueils. Mais bien évidemment, le premier marché adressable peut bien évidemment être le continent africain, sans aucun problème. Merci. Alors, Samer et Nicolas, je me tourne vers vous. Voilà, tout simplement pour vous nous expliquer d'abord comment s'est effectué le déploiement de votre entreprise en Afrique. Pourquoi est-ce que vous avez pensé à ce continent? Écoutez, ça a commencé il y a très très longtemps. On a créé la compagnie en 2007 et on s'est très vite rapproché de dirigeants de banques africaines à qui on avait proposé nos produits. Et c'est de là à commencer. On a vu une réelle réussite de partenariat avec ces banques-là. Ensuite, on a bien compris que pour pouvoir se développer encore plus en Afrique, il va falloir être présent sur place, avoir un capital humain, faire un transfert de compétences, vraiment créer des équipes sur place, sur ce grand territoire, pour servir nos clients. Et c'est là où on a ouvert le bureau à Abidjan il y a quelques années. Aujourd'hui, avec une vingtaine de personnes sur place pour servir les banques locales. On a ouvert un bureau à Casablanca, où deux du top 5 des plus grands groupes bancaires africains ont leur siège. Donc ce sont aussi nos clients. Donc notre présence à Casablanca était très importante, pour garder ce contact avec ce groupe de banques. Nous avons vraiment confiance dans notre avenir en Afrique, comme on avait dit, avec une grande croissance sur les années à venir, qui sera beaucoup plus importante que la croissance que nous allons voir en Europe, malheureusement. Nicolas? Oui, on considère deux axes de travail sur la partie africaine. Une part d'extension de territoires commerciaux, un peu dans tous les sens qui ont été évoqués aujourd'hui. Et là, on a démarré plus en accompagnant des clients qui historiquement qui sont des clients français et qui ont une base en Afrique et particulièrement au Maroc, soit dans l'automobile, soit dans la finance. Et puis on a un autre axe de travail qui est l'extension des équipes. C'est-à-dire qu'on est sur un marché aujourd'hui qui est pénurique sur les ressources dont on a besoin, il n'y en a pas assez. Il n'y en a tellement pas assez qu'aujourd'hui les chèvres volent. Et donc les ressources auxquelles on a accès sur nos marchés locaux, là où on a nos clients au départ, donc plus en Europe, que ce soit en France, en Belgique ou en Espagne, on a une pénurie de ressources. Et donc, on est allé en Afrique du Nord et particulièrement à Tunis pour créer une factory. On n'y est pas allé dans une logique de coût. Et c'est un point sur lequel je souhaite insister. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'approches du nearshoring ou de l'offshoring qui était une approche de coût. J'allais en Inde, ce n'était pas pour trouver des compétences, c'était pour baisser le coût. Aujourd'hui, on va à Tunis, non pas pour baisser le coût, mais pour retrouver de la qualité. C'est-à-dire que c'est presque le paradigme inverse de l'approche par le coût. C'est-à-dire que, étant donné que typiquement à Tunis, on ne s'intéresse pas au marché commercial, on n'a pas d'ambition sur les clients de Tunis, on vient chercher des ressources et on les paye au regard de ce qu'elles nous apportent. Et donc, on peut les payer 2 fois plus cher que le marché local. On va avoir une vision globale du coût dans l'entreprise. Et donc, on va pouvoir remettre des critères de sélectivité, reprendre de la seniorité sur les profils qui nous rejoignent. Là où, à Paris, c'est devenu très, très compliqué. Et ça fonctionne parce qu'on a une vision entreprise étendue. C'est-à-dire qu'on n'a pas des équipes à Tunis et des équipes à Paris. On a une vision globale de nos équipes qui peuvent être situées sur un site à Nantes, à Genève, à Paris, à Lyon, à Tunis. On s'en fiche. On va constituer ensuite, pour un projet, l'équipe avec les bonnes ressources
où qu'elle soit. De toute façon, ça fait quelques années maintenant que tout le monde travaille en distanciel, en grande partie, parfois trop. Donc, ce n'est pas une problématique. Et ça nous a permis de retrouver un réservoir sur le marché de l'emploi avec des profils qui sont très qualifiés et du coup très fidèles. C'est-à-dire que quand on paye correctement, on n'a pas les problématiques de turnover. Donc, c'est un axe de croissance qui est important pour nos équipes. Tunis, on l'a monté il y a moins de 18 mois. On a presque 100 personnes aujourd'hui. Donc, ça va très vite. C'est un axe qu'on souhaite continuer à développer. Et je vous rejoins sur un côté, la langue, ça facilite les choses. Et on a fait simple aujourd'hui, de manière générale, quand on prend la Belgique, la Suisse, la France, Tunis ou Casablanca, on a une langue et on a aussi un fuseau horaire. Et cette notion de fuseau horaire, elle est encore, de mon point de vue, plus importante que la notion de langue. C'est-à-dire que si on veut être en entreprise étendue, il faut que les équipes puissent travailler ensemble. Et ensemble, ça veut dire pas avec 6 heures ou 8 heures ou 12 heures de décalage. Cette main-d'œuvre très qualifiée que vous trouvez à Tunis, vous avez identifié d'autres pays comme ça en Afrique avec lesquels vous pourriez travailler, ou c'est très spécifique à la Tunisie? Non, c'est plus large que la Tunisie. La Tunisie, il y a un réservoir considérable. Et c'est un territoire sur lequel les études techniques correspondent à une élite. Et il y a de grandes écoles qui se sont montées pour sortir de grands techniciens. Si on va au Maroc, on va trouver des écoles qui sont plus calquées sur le modèle de nos grandes écoles d'ingénieurs, pas les écoles d'ingénieurs généralistes ou informatiques, mais nos grandes écoles d'ingénieurs. Donc, dans d'autres disciplines, le Maroc va être plus intéressant pour trouver des compétences. Mais de manière générale, quand on prend les pays francophones, on se rend compte qu'on a un modèle académique dans tous ces pays d'Afrique, que ce soit du nord ou un petit peu au sud, un petit peu plus au sud, qui sont très proches du modèle académique français. Donc, on va retrouver les mêmes cursus, les mêmes types de formation et le même niveau d'excellence. À ceci près qu'aujourd'hui, en France, les écoles sont devenues un business et il y a moins de sélectivité à l'entrée, et que dans ces pays, ça reste une élite et ça se ressent dans la qualité des profils qu'on peut rencontrer. Ok, très bien, merci. Une autre question, bien sûr, c'est maintenant pour faire le lien entre vous, c'est finalement pourquoi vous avez choisi Afrique Invest. Qu'est-ce que vous attendez justement d'un actionnaire de ce type? Que peut-il vous apporter au-delà, bien sûr, de l'investissement en fonds propres dans votre entreprise? Oui, alors sur la partie nearshoring, c'est pas là qu'on va attendre notre partenaire. C'est sur la notion de territoire commercial. C'est-à-dire que pour s'étendre dans ces pays, il faut un réseau. Et ce réseau, nous, on ne l'a pas. Si on arrive sans partenaire, on va mettre énormément de temps à ouvrir des portes. Et puis, il y a un troisième axe dont on a peu parlé, mais typiquement la Tunisie, si on prend la factory qu'on a développée en Tunisie, c'est aussi un vecteur de croissance pour aller en conquête sur d'autres territoires. Si je prends le Moyen-Orient, aujourd'hui, c'est un territoire qui est aussi en pénurie de ressources. Ils n'en fabriquent pas. Donc, ils ont l'habitude de travailler avec des ressources qui viennent de l'étranger. Et donc, la factory qu'on monte en Tunisie est aussi un moyen d'attaquer de nouveaux territoires commerciaux. Et pour tous ces territoires, on a besoin d'un partenaire qui est capable de nous accompagner pour crûment pénétrer les réseaux, rencontrer les bonnes personnes et comprendre comment ça fonctionne. Culturellement, il y a quand même des écarts. Bien sûr. Samer, vous avez envie de compléter Oui, pour CBS, le choix d'Amétis a été très facile. Comme vous l'avez bien dit, l'équipe d'Amétis connaît très bien l'Afrique, qui est un terrain de grande croissance pour nous. Donc, il y a bien sûr l'aspect commercial, l'ouverture de portes, la connaissance du marché, la connaissance des PDG de banque qui seront nos clients. Il y a aussi l'aspect de la croissance externe.
qui fait partie de notre stratégie de croissance sur les 5 ans à venir. La force de frappe que représente Amétis, cette force financière et cette connaissance du marché et de potentielles cibles pour CBS est très très importante. Donc je pense que ça s'est fait assez naturellement. Il y a eu un match assez important entre eux et nous. On a déjà commencé à regarder des cibles ensemble. C'était très très rapide. Donc oui, effectivement, l'accord avec Amétis a été très porteur pour nous. Et ça s'est fait en combien de temps, d'ailleurs, le deal finalement entre vous? Il faut le temps de se connaître. Comment ça se passe? Ça a pris un peu de temps. Ça a pris un peu de temps. Ils sont très méticuleux, ils font bien leur travail, ils nous ont aidés à mieux connaître notre société, à mieux connaître notre potentiel. Je dirais aujourd'hui, on est prêt ensemble à aller de l'avant. Super. Romain, tu veux rajouter quelque chose? Ce que Samer ne dit pas, c'est que les due diligence pour une société primaire qui ouvre pour la première fois son capital, c'est parfois un peu compliqué. Donc c'est sûr que c'est un changement de mode opérationnel, c'est évident. Mais ce qui est important, c'est la confiance et la transparence. C'est-à-dire que ça peut prendre du temps, mais dès l'instant où on a en face de nous des gens qui nous font confiance, qui sont transparents dans les informations qu'ils nous fournissent, c'est l'élément principal. Et ça, on l'a de suite senti avec Samer et ses équipes. Notre premier métier, c'est d'essayer réciproquement de se faire confiance pour construire un partenariat qui soit pérenne sur les prochaines années. Et comme le dit Samer, c'est-à-dire que nous, on savait potentiellement ce qu'on pouvait lui apporter, effectivement, la connaissance de certaines banques en Afrique, sa volonté de croissance externe sur des secteurs d'activité précis. Et c'est vrai que très tôt, on lui a présenté une cible pour essayer de mettre en adéquation ce qu'on lui avait dit et ce qu'on pouvait faire pour lui. Et je pense que ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut faire un plan d'action, on parle d'un plan d'action des 100 jours très tôt, qui permet de mettre en place tous les sujets de manière très rapide, mais aussi de créer un lien de confiance avec une équipe de management qui, pour la première fois, ouvre son capital à un fonds d'investissement. Et ce sujet-là est extrêmement important. Et plus vous arrivez à leur démontrer ce que vous pouvez leur apporter à très court terme, plus la relation part sur de bonnes bases et pas uniquement d'un point de vue financier. On a très peu parlé finance avec Samer, les équilibres étaient définis très tôt, mais on a voulu parler le plus rapidement possible de business, parce que c'est aussi nos métiers. Avant de rentrer dans une autre suite, malheureusement, il y a pas mal de due diligence à faire qui peuvent être lourdes, mais le plus important pour nous, c'est de parler du commerce, de comment on peut les accompagner, et c'est comme ça que se crée un lien de confiance entre une équipe de management et un fonds d'investissement. Merci Clémence. Vous, quelle est votre vision justement de l'accompagnement, du plus que vous pouvez apporter à une entreprise? Oui, cet accompagnement, il est en effet multiple. Pour James, ce qui nous a tout de suite séduit, c'est vraiment ces deux angles, ce côté plutôt compétence et cette data factory où on a essayé aussi de mettre en relation James avec les écoles que nous connaissions en Tunisie. Donc, ils étaient déjà en contact avec Esprit, où nous avons des liens de très long terme au sein d'Afrique Invest, mais également avec une autre école, Pristini, qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Et également sur la partie plutôt commerciale au Maroc, on a un fonds dédié aux institutions financières qui est un secteur sur lequel James excelle et où on a investi dans de nombreuses banques, assurances, institutions de microcrédit. Et donc là, l'objectif, c'est pour les mois à venir, de vraiment mettre en contact James avec les sociétés de notre portefeuille. Et on aime bien jouer justement sur ces synergies au sein de notre portefeuille et également d'ouvrir d'autres portes à la croissance externe, comme ça a été évoqué. Mais vraiment, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que Amétis et Afrique Invest, on est finalement des fonds de private equity très classiques. Donc, on apporte des fonds, comme ça a été souligné, on ne va pas y revenir, mais beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et donc, vraiment, cette valeur ajoutée sur le continent qui se traduit de plein de manières. Je vais redonner un autre exemple. Par exemple, on a une société GSH dans la distribution de matériel médical qui recevait beaucoup de petites commandes, finalement, de plein de pays. Et donc, avait tout simplement des difficultés organisationnelles et d'approvisionnement pour pouvoir y répondre. Et on les a encore une fois mis en relation avec une société de notre portefeuille en Afrique, les Centaures routiers. Et ils ont mis en place, on a mis en place conjointement entre ces trois parties finalement une entité sur place et avec une chaîne de logistique vraiment maîtrisée. Et aujourd'hui, ils peuvent répondre
à toutes ces commandes. Et donc, c'est une vraie plus-value pour le continent, enfin, finalement, pour les clients finaux, pour nos deux participations. Et donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc, on peut en citer de nombreux, des exemples comme ça. Mais voilà, pour chacune de nos participations, la valeur ajoutée est vraiment singulière. Et ce sont des belles histoires. Ben, bravo. Peut-être avant de donner la parole au public pour les questions, un dernier mot. Nicolas, vous voulez ajouter, conclure ou quelque chose que vous n'avez pas encore dit? Non, je crois que ce que je voulais le dire, j'ai pu le dire. Je vous remercie. Bah, c'est parfait. Sa mère, un petit en conclusion. Je vous remercie pour cette table ronde. Je trouve que c'est très, très intéressant de partager notre expérience, surtout après un deal assez intéressant avec les gens d'Amétis. Vraiment, Vous avez envie je vous remercie. de partager une expérience positive. Très, très positif. Bon, formidable. En conclusion, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est oser le développement international et oser le développement en Afrique. J'étais à un dîner hier soir avec 2 chefs d'entreprise de notre portefeuille. Et ce qu'il en est ressorti, c'est, ils m'ont dit, tu sais Romain, si globalement tu as une bonne offre produit ou service sur ton marché, il n'y a pas de raison que cette offre produit ou cette offre de service puisse pas aussi capter l'attention de l'Italie, du Maroc, de l'Afrique du Sud ou de la Chine. Et donc ce qui fait la différence, c'est cette prise de risque finalement d'aller en dehors de nos frontières. Mais si vous êtes confiant sur ce que vous vendez à vos clients, si vos clients sont satisfaits sur votre marché local et que vous avez les compétences humaines pour aller plus loin, n'hésitez pas à le faire. Parce que, ça vous permet d'aller chercher plus de croissance ailleurs, d'être diversifié, de créer une valeur stratégique de votre entreprise. Et puis, c'est aussi culturellement intéressant d'aller dans des zones géographiques qu'on connaît moins et qui peuvent vous enrichir énormément. Donc, c'est vraiment ce basculement, c'est prendre une prise de risque quand on sort de sa zone de confort, finalement, d'un marché qu'on connaît parfaitement. Mais ayez confiance en vous et tentez d'aller en Afrique parce qu'il y a des très belles perspectives à aller chercher. Clémence. Non, je peux que partager ce point de vue et je vais peut-être compléter sur un petit point. Allez-y, mais 2 éléments qui semblent pour nous essentiels, c'est d'avoir l'intention en tout cas d'y aller sur le long terme et pas uniquement de prendre un contrat de manière opportuniste et de peut-être changer de pays, mais vraiment cette volonté de le faire sur le long terme et de le faire localement. De ne pas hésiter à se faire accompagner par un partenaire local, de s'implanter par une filiale, par une joint venture. Mais voilà, on est persuadé que c'est un continent où il y a beaucoup d'opportunités, on vient de le dire. Mais ce côté longévité et local, c'est pour nous 2 éléments qu'il faut vraiment prendre en considération quand on souhaite s'implanter sur ce vaste continent. Et peut-être on n'a pas abordé la question, mais vous justement, les discussions, ça a été comment vous vous êtes rencontrés, comment les discussions ont été longues, comment ça se passe un deal justement entre une entreprise et Afrique Invest pour être initié et être conclu. Alors, l'exemple de James est parlant, mais chaque deal finalement se fait très différemment. Mais on a été approché par l'intermédiaire de d'autres fonds d'investissement. Et il est vrai que quand on a vu la société de James, déjà beaucoup d'atouts. Et c'est vrai que cette double thèse africaine en Tunisie et au Maroc, avec 2 stratégies qui sont très singulières, nous ont beaucoup plu. Et c'est exactement comme ce que vient d'évoquer sa mère et pardon, et Romain, excusez-moi. C'est vraiment une question de confiance et il faut tout de suite parler de l'avenir, des opportunités. Et c'est sur ces thématiques finalement que l'on voit tout de suite ce que cette belle histoire peut raconter. Merci beaucoup. Peut-être maintenant on peut prendre quelques questions dans la salle. Il y a un monsieur là. Bonjour à tous. Oui, j'avais merci déjà pour la présentation. On est, comme Africains, on est content que l'Afrique intéresse beaucoup maintenant. On est heureux pour ça. J'avais une question pour James, pour la société James,
qui a beaucoup parlé de l'opportunité de ce qu'il fait en Tunisie. Et moi, je suis du Sénégal. Je voulais savoir, en fait, est-ce que c'est un pays comme le Sénégal peut vous intéresser, parce que je suis dans cette activité de sourcing IT. Et est-ce que c'est quelque chose que sur lequel vous avez déjà réfléchi? Est-ce que vous connaissez un peu plus le Sénégal ou pas? Voilà, c'était ça, c'est une question simple. Merci. Merci. Alors, aujourd'hui, on n'est pas au Sénégal. On a pas mal de collaborateurs chez nous qui viennent du Sénégal, mais on n'est pas implanté à ce jour au Sénégal. On connaît mal le territoire, que ce soit commercialement. On a un client qui est un client qu'on retrouve un peu partout en Afrique, qui est Orange, avec qui on peut travailler sur ce territoire, ce pays. Mais sinon, on connaît encore assez mal le Sénégal commercialement. Et en termes de factory, en revanche, aujourd'hui, on en a une en Tunisie. On essaye de consolider sur cette position. Et ensuite, on n'exclut pas le fait d'en ouvrir d'autres. Mais à ce stade, ce n'est pas la priorité. Une autre question? Ah. Alors, bonjour. Moi, je suis arrivée en cours, donc je n'ai pas pu comprendre au tout début des interventions, mais c'était au sujet, justement, vous avez parlé vers la fin des partenaires locaux, et j'aimerais savoir si au niveau des locaux, c'était facile, du coup, d'intervenir avec eux, étant donné justement la situation politique aujourd'hui entre la France et le continent africain. Est-ce que c'était au niveau économique, ça ne mettait pas des barrières? Donc voilà, c'est ma question. Nous sommes présents en Côte d'Ivoire, nous avons des clients au Sénégal, au Mali, dans une quinzaine de pays en Afrique subsaharienne. Nous avons même des clients dans les pays qui sont affectés par cette crise politique. À notre niveau, nous n'avons rien senti du tout, au contraire. Et comme on dit en Amérique, c'est business as usual. Donc, nous ne sommes pas du tout affectés par ces crises-là. Peut-être juste un point en complément sur ce sujet-là. C'est vrai que parfois, dans la presse, effectivement, il est relaté ces conflits qui existent et qui font parfois peur, mais sur la réalité du terrain, nous, on a des équipes qui sont présentes localement dans différents pays en Afrique et on accompagne des sociétés qui, elles, sont implantées en Afrique, qui n'ont pas d'impact finalement par rapport à ce qui peut se passer. Donc ça reste parfois très politique, mais c'est vrai que sur le plan des affaires et sur le développement des sociétés qu'on accompagne, il n'y a pas d'impact immédiat. Donc c'est vrai que nous, le message qu'on fait passer, c'est au-delà de ce qui peut se passer en politique dans certains pays, de ce qu'il peut y avoir dans les journaux. Le développement économique de l'Afrique, de toute façon, continue à exister, continue à être en croissance. Et donc, il ne faut pas être effrayé par tout ce qui peut se passer parfois. Des fois, effectivement, il y a des pays où il faut mieux éviter d'y aller pendant quelques mois ou quelques années. Mais comme je le disais en préambule, l'Afrique, c'est que 54 pays. Donc, parfois, c'est compliqué dans un pays. Mais dans les autres pays, globalement, tout se passe du mieux possible. Donc, tant qu'on reste d'un point de vue business et éloigné de ces considérations politiques, la croissance de l'Afrique existe et continuera à exister sur les prochaines années. Il y avait une autre question? Bonjour. Ça passe pas. Bonjour. Moi, j'avais une petite question. C'est concernant plutôt pour les fonds. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vouloir accompagner des entreprises, mais pour des raisons indépendantes à elles, vous ne pouvez pas? Et dans ces cas-là, quelles sont ces raisons? Alors, il y a des sociétés que l'on ne peut pas accompagner tout simplement parce qu'elles ne rentrent pas forcément dans notre thèse d'investissement. Donc, ça peut être parfois des questions de secteur,
comme on a pu le citer, il y a quelques secteurs d'exclusion sur lesquels on n'investit pas. Par exemple, l'agriculture primaire, extraction minière, comme on a pu l'évoquer précédemment. Parfois aussi des questions de taille. On investit dans des sociétés qui font entre 20 millions de chiffre d'affaires et 300 millions. Et ensuite, notre métier, on en a parlé tout à l'heure, les due diligence par exemple. C'est-à-dire que l'on rentre en détail dans une société, son business model, ses finances, toutes les opportunités de développement qu'elles ont. Et parfois, tout simplement, ça ne remplit pas non plus notre thèse d'investissement. Et parfois aussi, le match ne se fait pas réciproquement. On est très humble là-dessus. Donc voilà, il y a des très belles histoires, mais il y a également des investissements que l'on ne peut pas faire. Et ce n'est pas forcément notre plein gré, c'est notre thèse qui nous le propose. Ensuite, il y a plein d'autres moyens de pouvoir investir dans ces sociétés par du financement, par aussi plein de produits qu'offre par exemple BPI France, entre autres. Donc voilà, il y a souvent beaucoup d'autres solutions et pas uniquement nos fonds. Et il y a plein d'autres fonds d'investissement également qui peuvent répondre. Merci. Donc là, j'ai peut-être une deuxième question qui est un peu plus orientée vers l'immobilier. Parce que là, il me semble que c'est bien vous qui avez parlé d'immobilier pour les secteurs d'activité qui vont être le private equity et private banking. Et en fait, là, ma question était plus orientée pour savoir quelle approche vous avez de l'investissement immobilier, donc dans les pays où vous êtes implantés, Maroc, pas le Maroc, la Côte d'Ivoire plutôt. Qu'est-ce que vous avez comme approche et quel type de projet vous financez? Est-ce qu'il y a de la promotion immobilière? Est-ce que c'est uniquement de la gestion de parc immobilier ou c'est un peu tout ou c'est spécifique? Oui, alors c'était peut-être pas clair. On investit en private equity, en venture capital et en private banking, notamment sur le continent. Et justement, l'immobilier fait partie de nos secteurs d'exclusion avec les infrastructures, l'extraction minière. Donc on ne fait pas d'immobilier. En tout cas, Afrique Invest et Amétis, c'est pareil. Voilà. En fait, c'est plutôt des fonds spécialisés qui font et c'est vrai que il y en a pas dans notre environnement. En général, dans les fonds d'investissement, la partie immobilière est exclue parce que c'est vraiment des secteurs d'activité qui sont atypiques. Et donc, effectivement, toute cette partie-là est exclue, on va dire, du monde du capital investissement. Mais il y a des fonds dédiés immobiliers qui font ça très bien. Et ça ne fait pas partie de nos compétences, en tout cas de ce qu'on souhaite faire. Bonsoir, Ouattara Adama. J'ai une question à vous poser par rapport aux rentabilités que vous attendez sur les investissements en Afrique, en particulier en Afrique francophone, et quel est le RIO par rapport à d'autres investissements qui ne seraient pas axés sur l'Afrique ou l'Afrique ouest africaine, par exemple. Je sais pas si c'est pertinent. Le premier, je ne vais pas répondre de suite à la question, parce que la première chose qu'on regarde déjà dans un investissement, c'est la qualité de son équipe de management. Ce qui est quand même important, c'est qu'on ait des financiers à la base. Bien évidemment, il y a des investisseurs privés qui nous font confiance, qui nous confient leur argent pour le faire fructifier. C'est quand même la base de notre métier. Mais le premier prisme d'intervention, c'est de se dire, est-ce qu'on a la bonne équipe de management sur son marché? Est-ce qu'elle est bien positionnée sur son marché? Ça, c'est le premier filtre d'analyse qu'on a dans une société. Et j'ai envie de dire que le rendement, c'est la conséquence de tout ça. En général, si on a une bonne équipe de management qui est bien positionnée sur son marché avec une belle offre, logiquement, on devrait avoir un rendement au rendez-vous qui satisfasse toutes les parties. Les rendements qu'on cherche peuvent être variables, mais je vais dire sur le capital investissement classique, on cherche entre 10 et 15% de rendement, on va dire, sur le marché africain. Et sur le marché européen, ça va plutôt être entre 15 et 20, globalement, parce que la différence entre les deux marchés, c'est l'effet de levier. En Afrique, dans notre métier, on va parler des termes un peu techniques, le LBO, où on met un effet de levier quand on rachète une société. En Europe, on n'a pas de problème pour lever de la dette. Et effectivement, on met en place une dette bancaire. En Afrique, c'est beaucoup plus compliqué. On peut citer par exemple l'Afrique du Sud, voire le Maroc, où on peut lever une dette, mais dans d'autres pays, c'est un investissement en augmentation de capital pur et dur. Et donc, de fait, cet effet de levier que vous n'avez pas va peut-être baisser les rendements
même si vous pouvez avoir une croissance plus forte. Mais pour répondre globalement, en Afrique, on peut chercher des rendements entre 10 et 15% en moyenne, hein, globalement, et en Europe, c'est plutôt autour de 15-20%. D'accord, donc dans votre stratégie d'implémentation, vous cherchez à lever des fonds sur les territoires où vous investissez, c'est-à-dire que vous profitez de l'effet de levier pour lever des fonds et les réinvestir, parce que vous dites qu'en Afrique, vous ne pouvez pas lever des fonds. Donc mentalement, pour moi, vous levez des fonds hors Afrique et vous les réinvestissez en Afrique, techniquement. Non, ça, on n'a pas le droit. C'est-à-dire que nous, quand on lève des fonds auprès des gens qui nous font confiance, on ne met pas d'effet de levier. C'est des gens qui nous confient leur argent sur leur patrimoine personnel ou auprès de banques, auprès d'assurances. Par contre, quand on fait une opération auprès d'une entreprise, globalement, pour la racheter, j'imagine on rachète 100% d'une entreprise, on peut mettre moitié de l'argent en dette, 50%, et 50% va apporter des fonds propres via notre fonds. Ça, c'est ce qu'on fait classiquement en Europe. En Afrique, vous allez apporter 100% en capital, donc 100% en fonds propres, donc avec une prise de risque parfois plus élevée, parce qu'effectivement, la dette est beaucoup plus chère dans ces zones géographiques-là et n'a pas d'intérêt vu les rendements qu'on peut chercher, parce que quand vous levez une dette à 15% et que vous cherchez 15% de rendement, au bout d'un moment, ça fait de moins en moins de sens. Donc c'est pour ça que les rendements sont parfois un peu moins bons en Afrique, mais on a des très belles equity stories dans les portefeuilles qui peuvent montrer l'inverse. Donc c'est pour ça qu'on investit de plus en plus et que des investisseurs privés sont de plus en plus intéressés pour aller sur le continent africain, pour aller chercher cette croissance, d'autant plus par l'augmentation des taux aujourd'hui, qui font que l'effet de levier est plus compliqué à aller chercher en Europe. Donc les taux peuvent potentiellement se rapprocher. Et donc des investisseurs privés se tournent de plus en plus vers le continent africain. Okay. Merci beaucoup. Une autre question? Non? Bon. Sinon, moi j'en ai une. Vas-y. Maintenant que j'ai le micro. Peut-être pour enfoncer le clou pour certains entrepreneurs, notamment français, qui seraient présents ici ou virtuellement et qui se poseraient encore la question est-ce que je vais aller en Afrique ou pas. Un rapport d'étonnement de la part de Nicolas et sa mère. Est-ce qu'il y a certaines craintes ou certaines idées reçues peut-être que vous aviez avant d'aller en Afrique et qui finalement ont été battues en brèche par votre expérience sur le terrain? Alors, il y a un côté inertie à laquelle on s'attendait et qu'on craignait, notamment inertie administrative, qui existe, mais qui est bien moins importante que celle qu'on nous avait décrite avant d'y aller. Pour être plus précis encore, aujourd'hui, par exemple, la semaine prochaine, on fait un séminaire, on réunit tous nos collaborateurs, d'où qu'ils viennent. On a les équipes tunisiennes qui doivent venir. Cette année, il se trouve que c'est en France. L'année dernière, c'était au Portugal. Enfin voilà, on change d'année en année. Et donc là, on a besoin d'obtenir des visas pour nos collaborateurs qui sont à Tunis pour qu'ils puissent venir en France. La difficulté qu'on rencontre, ce n'est pas avec les autorités tunisiennes, c'est avec les autorités françaises. Donc on avait un a priori sur le côté administration, la capacité aussi à trouver localement des gens pour nous accompagner sur des fonctions support, sur du juridique, sur ce genre de choses. C'est pas ce qu'on a constaté une fois qu'on a été sur place. L'accompagnement juridique, on le trouve, des conseils, on en trouve. Et les rouages administratifs, faut apprendre comment ça fonctionne. C'est pas toujours simple, c'est pas toujours rapide, mais on peut pas dire que ce soit non plus toujours chez nous. Donc voilà. Je vais compléter sur ce que Nicolas a dit. Je vais parler un petit peu de l'effectif, des ressources humaines sur place. Oui, on avait un petit peu, je dirais pas peur, mais on appréhendait un petit peu. En fait, ce qu'on a découvert, surtout en Afrique subsaharienne, ce sont beaucoup de compétences, beaucoup d'ambition, des gens qui ont hâte d'apprendre, de travailler, de donner le rendement qu'il fallait. Donc, on a été vraiment agréablement surpris. On se retrouve aujourd'hui avec des collègues de grande valeur, ce qui nous encourage beaucoup à investir encore plus. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, merci beaucoup. Si. Merci. J'ai une question qui me brûle les lèvres.
J'entends bien le rôle que vous avez aujourd'hui de promouvoir les investissements et de nous encourager à y aller. Moi, je suis un entrepreneur franco-ivoirien. Ça fait 8 années que j'entreprends, notamment en Côte d'Ivoire. Et je sais les difficultés qu'il y a à entreprendre et à monter des entreprises sur ces marchés-là. Mais j'aimerais les entendre de votre point de vue, car vous avez un secret manifestement que nous n'avons peut-être pas. Quelles difficultés vous rencontrez au quotidien sur ces marchés-là et comment est-ce que vous arrivez à les contourner? J'ai l'impression que c'est adressé à moi parce qu'on est présent à Abidjan. Franchement, des difficultés sont plus, comme Nicolas a dit, un peu plus administratives. Mais sur le terrain, étant présent spécifiquement en Côte d'Ivoire depuis très très longtemps, nous n'avons pas vraiment de difficultés au jour le jour. Nos équipes sont compétentes. Les clients sont ravis de notre présence en Afrique, en Côte d'Ivoire spécialement. La Côte d'Ivoire est bien connectée aux pays autour, donc nos clients qui sont présents dans les pays voisins aussi sont ravis de nous avoir dans cette région-là. Donc, franchement, de mon côté, je ne vois pas du tout de difficulté au développement de notre entreprise sur ce territoire-là. Pour nous qui avons aussi un bureau en Côte d'Ivoire, bien évidemment qu'il y a toujours des difficultés, on ne va pas se mentir. Parfois, pour trouver certaines typologies de compétences, c'est plus difficile, globalement. Pour trouver des ressources sur des compétences clés, techniques, sur des gérants parfois, ou sur des postes de plus haut niveau, c'est difficile parce qu'on a pas mal de compétences parfois d'Ivoiriens qui sont en Europe, en France, à Londres ou dans d'autres pays dans le monde, hyper compétents. Et des fois, on a envie de les faire revenir pour effectivement qu'ils apportent les compétences. Et il y en a de plus en plus de gens comme ça qui veulent revenir dans leur pays d'origine, apporter leurs compétences, développer leur business. Et ça, on le voit de plus en plus. Et c'est très important, on va dire, pour les pays localement. Mais oui, parfois, effectivement, on peut avoir des difficultés à recruter des personnes clés sur certaines typologies de métiers. On ne va pas se mentir, ça arrive. Mais tout ça prend du temps. Tout ça, ce qu'on remarque, c'est la dynamique. Effectivement, c'est que la dynamique est de plus en plus positive. On arrive à trouver des gens de plus en plus compétents, de plus en plus motivés à vouloir développer leur pays. Et ça, pour nous, ça donne de l'espoir sur la suite. Donc oui, il y a toujours des difficultés, on ne va pas se mentir. Mais j'ai envie de dire, aujourd'hui, sur le bassin de l'employabilité en France, c'est très compliqué de trouver certaines typologies de compétences. Mais en tout cas, c'est un message vraiment d'espoir et de dynamisme qu'on trouve de plus en plus, notamment en Côte d'Ivoire. Peut-être que ça, justement, ça encourage à revenir à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire, comme dans beaucoup de pays étrangers, l'idéal, c'est d'avoir les bons partenaires. Et justement, nous, c'est ce qui nous intéresse en tant que BPI France, quand on investit dans des fonds qui sont africains, qui ont des équipes en Afrique, c'est qu'elles peuvent mettre à disposition des équipes qui ont cette connaissance terrain et qui peuvent connecter aux bonnes personnes et peut-être donner les secret sauce pour éviter certaines difficultés et réussir plus vite. Donc voilà, merci pour votre question. Donc je crois que maintenant on n'a plus tellement de marge de manœuvre pour continuer, donc on va conclure. Je vous remercie beaucoup et merci à vous tous d'être présents. Merci.